Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à François et à Frédéric pour leur invitation, et puis aussi un grand merci à François pour notre long parcours commun ensemble, toujours en fondation. Alors, je vous ai mis une petite photo qui a été prise ce matin, là, les courageux qui étaient là, donc voilà, vous êtes déjà sur la photo, hein, donc vous êtes avec nous. Donc, après un sujet qui était très général, hein, parce que les extrasystoles, on est vraiment dans la pratique très générale, vous voyez qu'on va sur un sujet là qui est beaucoup plus spécifique, qui concerne certainement beaucoup moins de sportifs, avec une question pour laquelle les réponses sont probablement encore plus ambiguës et plus difficiles à prendre. Donc, la diapositive habituelle. Donc déjà, la première chose, c'est que de quoi parlons-on? Parce qu'on a vraiment un contexte clinique qui va être très hétérogène, hein, quand on parle de défibrillateurs automatiques implantables et de sport. Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas un substrat arythmogène? Est-ce qu'on se place en prévention secondaire, donc chez des patients qui sont déjà clairement identifiés à risque rythmique? Est-ce que dans ce contexte-là, on a éventuellement des mesures de prévention des récidives d'arythmie pour éventuellement limiter les thérapies chez le patient qui est porteur d'un défibrillateur? Et je pense bien sûr aujourd'hui à l'ablation endocavitaire. Si on est en prévention primaire, donc un domaine totalement différent, est-ce qu'il y a une anomalie phénotypique qui est identifiée? Donc est-ce qu'il y a une mutation génétique qui s'exprime? Est-ce qu'il y a une cardiopathie qui a été identifiée? Ou alors est-ce qu'on est uniquement dans le contexte d'une mutation génétique, souvent identifiée dans le cadre d'un bilan familial, mais qui n'est non exprimée sur le plan phénotypique, donc ce qui est encore une situation différente. Et puis, il y a le niveau d'activité physique, hein, le type d'activité, l'environnement, et notamment les sports, ce que j'appelle en environnement hostile. Est-ce qu'on est dans le loisir, même le loisir intensif? Est-ce qu'on est dans la compétition? Et puis, si la compétition est amateur ou professionnelle, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a toujours aussi le profil psychologique des sportifs qu'il faut prendre en compte. Donc, vous voyez que à partir de cette hétérogénéité de départ, il sera très difficile d'arriver à des conclusions parfaitement spécifiques et standardisées. Donc les enjeux. Les enjeux d'abord, c'est les risques, hein, qui sont résumés sur cette diapositive que j'ai empruntée à Corrado, qu'on a déjà vu sur pas mal de diapositives. Donc la première chose, bien sûr, c'est le risque rythmique augmenté par l'activité physique. Donc c'est vraiment une question qu'il faut se poser. La deuxième question, c'est le risque de traumatisme en cas d'événement rythmique, et notamment en cas de thérapie délivrée, pour le sportif, pour les autres. Hein, dans le peloton, on peut faire tomber 40 personnes, et puis éventuellement pour les spectateurs. Troisième chose, et ça a été évoqué tout à l'heure par Frédéric, c'est le risque d'aggraver la cardiopathie par l'activité physique soutenue, et notamment dans la maladie arythmogène du ventricule droit. Et puis le quatrième risque, c'est d'avoir éventuellement des dysfonctionnements, notamment au niveau des électrodes liés à l'activité physique intense, et des thérapies inappropriées également sur des arythmies supraventriculaires. Donc le sportif avec un défibrillateur, ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille, et il faut bien avoir ça en tête. Alors pour revenir sur le vécu individuel, c'est toujours difficile. Avant le premier choc, bien sûr, on ne peut absolument pas convaincre un sportif d'arrêter. Si c'est un professionnel, il va dire « c'est mon métier ». Et quand vous connaissez les enjeux financiers autour d'un sportif professionnel, si vous l'arrêtez, c'est quand même pas évident. Et puis le sportif amateur, on en a déjà parlé tout à l'heure, le sport c'est ma vie, je pourrais m'arrêter. Alors quand ils ont pris un choc, ça change. Ça change, parce que quand ils ont pris un choc, souvent ce qu'ils vous disent, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça. Alors si c'est un orage rythmique, c'est encore plus que ça. Et vous voyez que 30 à 40% des athlètes arrêtent le sport, d'ailleurs, quelle que soit une compétition intensive ou pas, après un premier choc. Donc le vécu du premier choc, c'est quand même quelque chose d'important. Et quand même, quand on met des défibrillateurs, il y a une probabilité non nulle que tout le monde ait un jour un choc. Donc il faut l'intégrer. Donc est-ce qu'il faut attendre le choc pour arrêter ? Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le risque des patients sportifs implantés d'un défibrillateur? Donc, la première chose que l'on sait, c'est qu'il y a un risque rythmique qui est accru lors des efforts intenses. C'est assez classique. C'est pour ça qu'on a tous dit qu'il fallait faire des épreuves d'effort pour évaluer ce risque, du fait des catécholamines, que ce soit lié à l'effort. Et c'est là où la compétition peut avoir un impact, c'est le stress mental. La compétition, vouloir être le premier, le stress, ça induit encore plus de catécholamines, et puis tous les désordres métaboliques que vous connaissez mieux que moi sur les efforts prolongés, l'hyperthermie, etc. Et puis le risque qui a été évoqué déjà de dégrader la cardiopathie, notamment donc, dans les maladies rythmogènes du ventricule droit, dans les cardiopathies dilatées, notamment dans les laminopathies,
Et puis il y a aussi la question des porteurs d'une mutation sans cardiopathie déjà exprimée, notamment donc, sur le gène PKP2 dans le champ de la dysplasie et sur les gènes LMNA dans le sens des laminopathies. Et là, c'est des vraies questions qu'on a aujourd'hui chez ces patients. Est-ce qu'il faut laisser faire un sport? Donc là, je passe vite. Là, c'est les deux papiers qui ont déjà été présentés par Frédéric sur l'aggravation des dysplasies liées au sport. Le premier qui montre clairement que plus le sport est intensif, plus on a de critères diagnostiques de dysplasie, et puis le risque rythmique et le risque d'insuffisance cardiaque, diapositive déjà présentée par Frédéric, qui est clairement plus élevé lorsque les sportifs continuent à avoir une activité où ils s'arrêtent. Et là aussi, c'est un autre papier sur l'arrêt du sport, et vous voyez que clairement, les patients qui ont une dysplasie, s'ils limitent leurs activités sportives, vous voyez que le nombre d'événements rythmiques diminue de façon considérable, notamment pour les sports en endurance. Clairement, il y a une différence entre le type de sport. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur le sport et les porteurs de DDI? Est-ce qu'on a des données solides? Et honnêtement, la réponse est non. Il n'y a pas beaucoup de données, et les données viennent essentiellement d'un grand registre multicentrique international, transatlantique, aux États-Unis et en Europe, avec deux papiers princeps de ce registre. Le premier papier en 2013, donc vous voyez, ça fait bientôt 10 ans, donc des patients qui avaient été implantés d'un défibrillateur il y a au moins 12 ou 13 ans pour la plupart, et puis un deuxième papier qui avait été donc publié en 2017 sur un suivi à plus long terme. Donc quand on regarde ces patients, on s'aperçoit qu'il y avait une petite population de sujets jeunes, et si on compare les patients avec des compétitions intensives, vous voyez que la plupart étaient plus jeunes par rapport à la population générale, et puis que quand on regarde le type de cardiopathie figurée, c'était essentiellement des QT longs, des CMH et des maladies arythmogènes du ventricule droit qui étaient réparties dans les deux populations, y compris chez les athlètes, avec peut-être un petit pourcentage plus élevé chez les athlètes. Si on regarde maintenant les autres cardiopathies plus classiques, et notamment donc les cardiopathies coronaires ou les cardiopathies dilatées, eh bien c'était plutôt chez les non-sportifs, très peu présent chez les sportifs de haut niveau. Et là, on retrouve clairement que la cardiopathie fait la contre-indication à la compétition, et on le reviendra tout à l'heure, et donc ces patients, qu'ils aient ou non un défibrillateur, eh bien ils sont quasiment contre-indiqués. Si on regarde en termes d'indications, eh bien on voit que c'était des indications avant tout de prévention secondaire dans cette série, avec quelques indications primaires, mais beaucoup moins. Et probablement que les séries d'aujourd'hui retrouveraient beaucoup plus de patients porteurs de défibrillateurs en prévention primaire que sur des séries d'il y a une quinzaine d'années. Et en termes de programmation du défibrillateur, on y reviendra tout à l'heure, eh bien on avait des zones probablement de détection qui étaient probablement encore un peu basses, 200 en moyenne, mais vous voyez 180, 185 dans beaucoup de séries, donc probablement des valeurs seuil qu'on a beaucoup élevées tous dans nos pratiques, et pas d'ailleurs que chez les sportifs. Alors en termes de chocs délivrés, eh bien, sur les chocs appropriés, si on regarde la survenue des événements à l'effort, que ce soit en compétition ou pas en compétition, par rapport aux événements survenus en dehors de l'effort, vous voyez qu'il y a quand même 2 fois plus de thérapies délivrées à l'effort, que ce soit en compétition ou pas en compétition. Et c'est la même chose pour les chocs inappropriés, 8% de chocs inappropriés en conditions d'effort versus 3% en l'absence d'effort. Donc clairement, des thérapies beaucoup plus fréquentes, 2 fois plus fréquentes au moins à l'effort, même si on voit que les taux ne sont pas très élevés, c'est 8%, 3%, on n'est pas à 25 de thérapies délivrées. Et si on regarde ces mêmes chiffres dans le sous-groupe des compétiteurs, il y avait 60 compétiteurs dans ce sous-groupe, donc on voit que c'est à peu près la même chose, 8% versus 3%, 16% versus 5%, donc un peu plus de chocs inappropriés chez les compétiteurs, et notamment sur des chocs, sur notamment des surdétections de longue T, sur des tachycardies sinusales. On voit bien que les sportifs compétiteurs, ils restent plus fréquemment sur des fréquences élevées, avec plus éventuellement de risque de double comptage. Et ça, le double comptage, il est quasiment imparable aujourd'hui, y compris avec la programmation des défibrillateurs. Et donc, si on regarde par sous-groupe, vous voyez que quand on regarde une analyse, on s'aperçoit que ce qui ressort essentiellement, eh bien, la compétition ne ressort pas, globalement, sur les chocs appropriés, cette fois-ci. Et on voit que c'est essentiellement donc, sur les diagnostics de TV ou de FV idiopathique. Et puis, même si ça ne ressort pas de façon classique sur le petit p, on voit quand même que la dysplasie, c'est quand même un facteur de risque, donc très prudent. Et on a vu qu'il y a plein d'arguments aujourd'hui pour éviter ça. Donc sur les résultats en long terme, eh bien, ça reste à peu près la même chose. On voit qu'il y a 15% de chocs appropriés à l'effort versus 6% en dehors de l'effort. Donc les chiffres montent un peu avec le suivi, mais le ratio reste le même. Donc globalement, 2 fois plus
plus de 2 fois plus de thérapie à l'effort, y compris pour le groupe des patients de compétition élevée, 18 versus 5%, et on a les mêmes résultats sur les chocs inappropriés, 13% en conditions d'effort, y compris en compétition, versus 5% au repos. Donc clairement, être porteur d'un défibrillateur automatique expose à l'effort, que ce soit ou non en compétition, un risque de thérapie appropriée et inappropriée 2 à 3 fois plus élevé que dans des conditions de repos. On retrouve ici les non appropriés chez les compétiteurs de haut niveau, et c'est pareil, quasiment donc 2 fois plus de chocs inappropriés, quelles que soient les conditions. Alors, on parle beaucoup donc du risque de dysfonction et entre guillemets d'abîmer les électrodes en conditions de sport, en fonction des différents sports. Eh bien, on a des séries qui ne sont pas si catastrophiques que ça, parce qu'on a 93% d'intégrité de sonde à 5 ans, en sachant qu'en plus, dans cette période du registre, on avait peut-être encore quelques sondes fragiles que je ne nommerai pas ici, et 84% d'intégrité de sonde à 10 ans. Ce n'est pas tellement différent de la population générale. Alors chez les sujets jeunes, donc c'est toujours la même série, donc un autre papier qui a été publié en 2018, qui vient du même groupe, qui s'est intéressé aux athlètes ou aux sportifs de moins de 21 ans. Donc on a aussi là encore des thérapies appropriées avec à peu près les mêmes pourcentages. On a aussi des thérapies inappropriées et on voit bien que chez les sujets plus jeunes, donc il y a le bruit, mais le bruit c'est beaucoup les fractures de sonde, et puis il y a la surdétection de l'onde T qui est un peu plus fréquente chez les sujets jeunes, et là on revient probablement sur les niveaux de fréquence sinusale et de surdétection. Et on voit donc que dans cette série chez les jeunes, il y a eu 4 jeunes qui ont des thérapies appropriées, donc sur des fibrillations ventriculaires ou sur des irages rythmiques, et très peu de tachycardie ventriculaire une seule fois. Donc des indications qui étaient tout à fait appropriées. Et en termes de survie sans événement rythmique sur la dysfonction des électrodes, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes chiffres. À 10 ans, on est à 18-20% de dysfonction d'électrodes. Donc les jeunes qui sont en théorie exposés à un surrisque de problèmes d'électrodes, mais on ne le retrouve pas là, mais les suivis ne sont pas encore très longs. Alors, sur le sport de loisir par rapport au sport de compétition, toujours une sous-analyse de ces études faite par Heid et Buckel, eh bien, on s'aperçoit que quand même, il y a une petite différence. Donc, vous voyez ici en rouge les patients qui faisaient du sport de loisir, recreational comme on dit en bon français, par rapport à la compétition. C'est 3 fois moins d'événements de choc dans les activités de loisirs, et c'est pareil que ce soit sur les chocs appropriés ou inappropriés. Donc on retrouve quand même une tendance, même si ça ne sortait pas sur le petit p de la compétition, on a quand même une petite tendance sur un surrisque lié à la compétition. Et on a une tendance plus marquée aux États-Unis, donc peut-être parce qu'aux États-Unis, ils étaient beaucoup plus permissifs sur la pratique d'activité en compétition par rapport à l'Europe. Et puis on retrouve là encore la cardiopathie arythmogène du ventricule droit. Ça ne fait pas bon ménage à l'effort, y compris avec un défibrillateur. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête. Et là, on regarde en termes de fréquence de détection, et ça, on l'a tous acquis aujourd'hui, il faut savoir programmer des zones de détection élevées, que ce soit en termes de fréquence de détection ou de durée de détection. Alors, pour compliquer les choses, les courbes ont été inversées en termes de couleur, mais la meilleure courbe, c'est toujours des fréquences de détection plus élevées et des temps de détection importants, et c'est devenu quasiment un standard chez tous les patients. Alors vous pourriez me poser la question du défibrillateur sous-cutané. Est-ce que c'est la solution ? Il n'y a pas de données sur de grandes séries du DEF sous-cutané chez les sportifs. Il y a quelques case reports comme celui que je vous présente ici. Et pour moi, le choix du défibrillateur, il doit être guidé par l'indication indépendamment de la pratique sportive. Donc si on essaie de conclure, c'est très simple, on va aller rechercher les recommandations. Donc notre Bible, c'est la Société européenne de cardiologie. Et donc la première chose, c'est clairement que le niveau de contre-indication primaire, ce n'est pas DEF ou pas DEF, c'est la cardiopathie. Est-ce que la cardiopathie autorise à faire ou non du sport en compétition ? Si la réponse est non, le défibrillateur ne sera pas un blanc-seing pour aller faire de la compétition. On ne met pas un défibrillateur pour un patient qui a une cardiopathie qui contre-indique à la compétition pour l'amener à la compétition. Après, c'est la zone grise. Le 2A, en gros, on peut quasiment tout faire puisque c'est une discussion
hein, c'est shared decision, ça a déjà été montré tout à l'heure. Hein. Donc, c'est une façon de dire on ne sait pas ce qu'il faut faire hein, quand on dit ça à chaque fois. Hein. C'est qu'on est dans une zone très grise. Donc, on discute avec le patient, les avantages, les inconvénients. Mais bon, dans la discussion, c'est quand même souvent le médecin qui prend la décision. Hein. Et puis, clairement, hein, il s'est bien dit qu'on ne met pas un défibrillateur, ce que je vous disais, c'est du niveau 3 pour faire de la compétition. Donc, je termine. Donc, en pratique, pas de position dogmatique. Hein, je pense que vraiment, il n'y a pas de position dogmatique. Il faut tenir compte du contexte clinique, du profil psychologique. Personnellement, pour les sports de loisirs, je suis relativement permissif, hein, sauf cas très particuliers. Limite hein, sur ce que je mets encadré. Beaucoup de prudence vis-à-vis de la compétition, hein, notamment si on met un DAI en prévention secondaire. De toute façon, ils se prendront un choc et une fois sur deux, ils arrêteront après le premier choc. Il ne faut pas perdre ça de vue. Hein, donc attention. Attention quand il y a des expressions phénotypiques, hein, je pense dysplasie, laminopathie, avec le risque d'aggravation à l'effort. Bien sûr, aujourd'hui, programmation adaptée, télésuivi pour tout le monde, mais je pense que tout le monde le fait. Ça permettra notamment d'anticiper les fractures d'électrodes et d'éviter les sportifs de se prendre des chocs inappropriés à l'effort. Et on revient sur la shared decision. Donc pour conclure à la question qui m'était posée, défibrillateur, nos sports toujours, eh ben, je te réponds François, la réponse est non. Ce n'est pas nos sports toujours, on peut faire du sport avec un défibrillateur, mais dans certaines conditions, toutes les activités de loisirs me paraissent autorisées à condition de rester raisonnable. Par contre, pas de sport en milieu hostile, parce que là, il y a des risques potentiels. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier. L'alpinisme avec un défibrillateur et un choc accroché à la paroi, ce n'est pas une bonne idée, mais c'est pareil pour une TV. En compétition, c'est plus la cardiopathie qui fait la contre-indication que le défibrillateur. Ça, c'est un message pour tous mes amis rythmologues. Bien réfléchir sur les indications du défibrillateur prophylactique, parce qu'une fois qu'il est mis, c'est avant qu'il faut réfléchir, ce n'est pas après. Il faut le mettre dans la discussion. Hein. Donc chez un sportif, notamment, qui veut continuer à faire de la compétition et qu'on se pose la question d'un défibrillateur prophylactique. Et je pense notamment à une indication qui est le Brugada, qui en soi n'est pas une contre-indication au sport. Hein. Donc le DEF prophylactique dans le Brugada, posez-vous bien la question chez un sportif qui veut faire de la compétition. Et ce que j'ai déjà dit, pas de DAI pour autoriser le sport, et notamment le sport en compétition. Je vous remercie.